Il y a une ironie dans la nature humaine, une contradiction tellement tragique et fascinante qu'elle donne presque le vertige quand on s'y arrête 2 minutes. Ah oui, c'est clair. D'un côté, on observe l'histoire et on voit des leaders de sectes, par exemple Marshall Applewhite avec la secte Evans Gate. Ce type de leader parvient à convaincre des dizaines de personnes brillantes. Des gens très éduqués avec des carrières accomplies. Exactement. Et il arrive à les convaincre de sacrifier leur propre vie. Et ces adeptes agissent de plein gré, avec le sourire totalement à l'encontre de leur instinct de survie le plus basique. C'est glaçant, ouais. Et pourtant, d'un autre côté, dans le quotidien le plus banal, on peine souvent à convaincre un proche d'épargner un peu d'argent pour son propre avenir, ou, soyons très terre-à-terre, réussir à faire sortir les poubelles à un adolescent. Une action qui demande littéralement 2 minutes. Voilà. Et qui assainissent son propre espace de vie, ça relève parfois du miracle. Alors que ce sont des actions qui sont totalement dans leur propre intérêt. C'est un contraste saisissant, effectivement. Ce qui est fascinant ici, c'est précisément ce gouffre entre nos intentions, qui sont souvent très rationnelles, et notre efficacité réelle quand il s'agit de faire bouger les autres. C'est comme si on manquait de... Le mode d'emploi, oui. On a tendance à aborder la communication avec un filtre aveuglant, notre propre sens moral. C'est vrai. On se dit naturellement que si nos intentions sont bonnes, si elles sont nobles, alors la logique implacable de nos arguments devrait suffire à convaincre n'importe quel esprit sensé. Ce qui n'est manifestement pas le cas. Pas du tout. La vérité, c'est que l'esprit humain ne fonctionne pas du tout comme un tableau Excel. Tant qu'on refuse d'admettre certaines vérités profondément dérangeantes sur notre propre nature irrationnelle, eh bien le véritable pouvoir de la persuasion reste entre les mains de ceux qui, justement, n'ont aucun scrupule. Ceux qui exploitent nos failles psychologiques. Exactement. Et c'est exactement la mission de notre plongée d'aujourd'hui. On s'attaque à un ouvrage assez singulier, Les clés interdites de la persuasion de Blair Warren. Et pour mettre les choses au clair dès le départ, l'idée de cette analyse n'est absolument pas se faire un cours de morale. Ni de juger ce qui est bien ou mal. Voilà. L'objectif est de décortiquer la psychologie humaine à l'état brut, sans aucun artifice. C'est un voyage destiné à quiconque souhaite véritablement comprendre les dynamiques invisibles qui régissent nos relations. Que ce soit pour le monde des affaires, la communication personnelle, ou juste pour se protéger. Tout à fait. Bon, décortiquons un peu tout ça. Par où commence-t-on pour déconstruire cette grande illusion de la communication purement rationnelle ? Je pense qu'il faut commencer par les fondations mêmes du problème. Ce que l'auteur appelle le mythe de la manipulation. D'accord. Il y a une réalité très inconfortable qu'il faut accepter d'emblée pour avancer. Tout être humain, sans la moindre exception, est un manipulateur. Alors là, je me fais l'avocate du diable un instant, mais n'est-ce pas une vision extrêmement cynique de l'humanité ? Ça peut en avoir l'air, oui. Parce que, qu'en est-il de l'altruisme, de la bonté désintéressée ? Le mot manipulation sonne vraiment comme une insulte dans notre culture. C'est justement parce qu'on y attache une forte connotation morale que le mot dérange autant. Mais d'un point de vue purement biologique et social, ce n'est pas une insulte, c'est une nécessité absolue. Comment ça ? Une nécessité ? Eh bien, pour survivre, dès le premier jour de sa vie, un individu doit influencer son environnement. Un bébé qui pleure pour obtenir à manger, il manipule son entourage pour garantir sa survie. Nier cette réalité fondamentale sous prétexte que l'on a de bonnes intentions, c'est se condamner à une communication totalement inefficace. On s'imagine que la persuasion, c'est ce qu'on fait quand on a raison, et que la manipulation, c'est ce que font les méchants. C'est le fameux « moi j'explique, toi tu manipules ». C'est exactement ça. Et le livre souligne que cette hypocrisie rend notre approche inopérante. Dès qu'un individu sent qu'on essaye de le persuader frontalement, Qu'on essaye de le faire changer d'avis avec une avalanche de faits. oui, avec de gros arguments logiques, eh bien, un mur de briques se dresse instantanément. C'est la résistance automatique. On a tous connu ça. On se retrouve dans un débat, on sort l'argument parfait, la statistique irréfutable, et la personne en face, au lieu de dire « Ah oui, t'as raison », elle se braque encore plus. Parce que la persuasion frontale crée un affrontement direct. C'est perçu comme une attaque contre l'autonomie de la personne. On entre dans une lutte de pouvoir. Et dans une lutte de pouvoir, La logique perd systématiquement face à l'ego. C'est une règle d'or en psychologie. Le premier instinct de survie intellectuelle sera toujours de défendre sa position, même si elle est devenue absurde. comment font ces fameux leaders charismatiques ou même ces escrocs de haut vol pour contourner ce mur défensif ? C'est là qu'intervient ce qu'on pourrait appeler la trappe secrète de l'esprit. L'ouvrage met en lumière un concept redoutable, la théorie de l'incongruité. La théorie de l'incongruité,
Si je comprends bien, notre cerveau est une sorte de machine programmée pour ignorer le quotidien. Et il ne s'allume véritablement que face à l'étrange. C'est un mécanisme purement évolutif. L'esprit humain scanne son environnement en mode économie d'énergie. Il filtre tout ce qui est normal ou attendu. Mais face à une incongruité, face à une situation qui ne fait pas sens immédiatement ou qui brise les codes habituels, le cerveau subit un léger bug. Un bug. Oui, il met littéralement son esprit critique en pause. C'est fascinant ça, une pause de l'esprit critique. C'est un peu comme quand on marche dans la rue en pensant à ses courses et qu'on croise quelqu'un déguisé en astronaute. Exactement. On s'arrête, on fixe, on essaye de comprendre. Toute l'énergie psychique est subitement redirigée pour tenter de résoudre cette anomalie visuelle ou intellectuelle. Et c'est là qu'est le danger, ou l'opportunité selon le point de vue. Pendant ce bref instant de calcul, l'individu se retrouve dans un état de suggestibilité extrême. Et c'est ce que font les sectes au final. Elles maîtrisent cela à la perfection. Elles ne commencent jamais par des discours rationnels. Elles promettent des choses totalement inconcevables. Comme le salut cosmique via des comètes. Voilà, ce qui court-circuite la rationalité de cibles pourtant très intelligentes. Mais on le voit aussi au quotidien, c'est la mécanique même des titres d'articles surprenants sur Internet ou des campagnes publicitaires absurdes. L'anomalie capte l'attention de force. Et comme l'indique l'œuvre, là où va l'attention, l'action suit invariablement. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que capter l'attention avec une bizarrerie, c'est une chose. Un clown dans la rue capte l'attention. Mais maintenir cette attention et transformer une personne sceptique en un adepte dévoué ou un client fidèle, ça c'est une autre paire de manches. C'est l'étape supérieure, en effet. Ce qui rend les individus si vulnérables à ce stade, au-delà de l'anomalie initiale, ce ne sont pas des simples besoins fondamentaux. L'œuvre parle de dépendance cachée. On parle ici de failles psychologiques tellement intimes qu'on refuserait de les admettre publiquement. C'est véritablement le cœur du réacteur de l'influence. Si on s'adresse à ces dépendances cachées, la logique n'a plus aucune importance. L'une de ces dépendances, peut-être la plus universelle, c'est le besoin viscéral de se sentir indispensable. De se sentir unique dans un monde complètement uniformisé. Le livre illustre ça avec une anecdote sur un magicien qui est absolument brillante. Ah oui, cette histoire est un cas d'école. Imaginons une salle de spectacle avec un spectateur particulièrement lourd, le fameux perturbateur qui essaye de gâcher tous les tours en criant qu'il connaît le truc. L'enfer pour un artiste. L'instinct naturel serait de lui dire de se taire ou de demander à la sécurité de l'escorter dehors. Une lutte de pouvoir frontale. Ce qui, on l'a vu, renforcerait juste sa résistance. Il ferait encore plus de bruit. Mais ce que fait ce magicien est un chef-d'œuvre de psychologie appliquée. Il pointe le projecteur sur ce perturbateur. Et au lieu de l'affronter, il lui annonce devant toute la salle qu'il a repéré son esprit vif. Il le flatte. Il va plus loin. Il lui dit qu'il a exactement le profil pointu nécessaire pour l'assister dans son tour le plus complexe. Et le résultat est magique, sans mauvais jeu de mots. Boum! Le perturbateur le plus agaçant de la soirée se transforme instantanément en l'allié le plus loyal du magicien. Il va même s'assurer que le public respecte le silence pour le reste du spectacle. Son besoin d'être reconnu a été pleinement nourri. Le conflit que désamorcer sans qu'une seule goutte de sueur ne soit versée. C'est de l'aïkido psychologique. On utilise la force de l'autre. Une autre dépendance cachée abordée dans l'œuvre, qui est d'une actualité brûlante quand on observe les débats publics, c'est le besoin de trouver un bouc émissaire. Ah, celle-ci est d'une puissance redoutable. C'est même un instinct de préservation de l'ego. Totalement. C'est épuisant et douloureux de porter la responsabilité de ses propres échecs. Ou de ses frustrations. Oui, si quelqu'un, qu'il soit politicien, collègue ou leader charismatique, se présente et nous fournit un bouc émissaire sur un plateau d'argent, s'il dit « ce n'est pas de votre faute si votre vie ne ressemble pas à ce que vous espériez, c'est de la faute de ce groupe précis ». Le soulagement psychologique est immense. Tellement immense qu'on est prêt à suivre cette voie les yeux fermés. Le besoin de se décharger de sa culpabilité l'emporte sur toute analyse rationnelle. C'est ce qui rend les théories complotistes si séduisantes au fond. Elles fournissent un coupable clair et absolvent l'individu. Mais de toutes ces dépendances explorées dans l'ouvrage, celle qui frappe le plus, c'est le besoin vital d'avoir l'illusion du pouvoir. L'anecdote de la mère et de sa fille illustre ça avec une cruauté presque mathématique. Le besoin de contrôle et d'autonomie, oui. Cette anecdote met en scène une mère qui découvre que sa jeune fille adulte fréquente un groupe ou dérive sectaire. La panique s'installe. Naturellement. L'instinct premier de la mère, dicté par un amour sincère et une peur bleue, est de poser un ultimatum strict. Elle lui dit « Je t'interdis de revoir ces gens, tu coupes les ponts immédiatement ».
Et en faisant cela sans s'en rendre compte, elle appuie sur le pire bouton possible. Elle attaque frontalement le besoin d'autonomie de sa fille. Elle lui retire son libre arbitre en la traitant comme une enfant. Et devinons ce que la secte de son côté est en train de murmurer à l'oreille de cette jeune fille. Ils lui disent « Tu vois, ta famille veut te contrôler. Ils refusent que tu penses par toi-même. Mais ici, avec nous, tu es libre de tes choix. Le résultat est tragique. Par pure réactance psychologique, la mère pousse sa fille exactement dans les bras du danger qu'elle essayait d'éviter. » L'analyse de l'auteur est implacable sur ce point. Pour dissoudre la résistance de quelqu'un, il faut lui redonner le pouvoir de choisir, ou à minima, l'illusion absolue du choix. Si cette mère avait changé d'approche, Si elle avait dit « Ce groupe m'inquiète profondément, mais tu es une femme adulte, c'est ta vie, c'est ta décision, et personne, ni eux ni moi, ne peut la prendre à ta place. ça change tout. En une phrase, elle aurait neutralisé l'argument principal de la secte, et elle aurait redonné à sa fille le poids écrasant de la responsabilité. » Ça crée un espace pour la réflexion personnelle au lieu d'une simple rébellion aveugle. Et c'est ce mécanisme qui nous ouvre la porte vers l'un des concepts les plus pointus et peut-être les plus redoutables du livre, ce que l'auteur nomme la ventriloquie psychologique. La fameuse idée que les gens doutent constamment de ce qu'on leur affirme, mais qu'ils ne doutent jamais, au grand jamais, de ce qu'ils concluent par eux-mêmes. C'est l'inception avant l'heure. C'est le secret bien gardé des grands illusionnistes et des as de l'escroquerie historique. Prenons l'exemple célèbre de Victor Lustig, l'homme qui est entré dans l'histoire pour avoir réussi à vendre la Tour Eiffel. À des ferrailleurs, oui. S'il avait simplement convoqué ses ferrailleurs dans un café en leur affirmant « Je suis un haut fonctionnaire du gouvernement français, croyez-moi sur parole », ils auraient ri et seraient partis. Le radar anti-manipulation se serait activé instantanément. Au lieu de ça, Lustig utilise la ventriloquie psychologique. Il organise des réunions secrètes dans des hôtels luxueux. Il utilise du papier en tête officiel méticuleusement contrefait. Il demande la plus grande discrétion et surtout son coup de génie absolu. Il laisse entendre qu'il attend un petit dédommagement personnel pour faire passer le dossier. Il exige un pot de vin. Et c'est là que le piège se referme. En demandant un pot de vin, il laisse les ferrailleurs déduire eux-mêmes « Ah, ce type est un politicien corrompu ». Et puisque c'est leur propre conclusion, ils ne la remettent pas en question. Il se croit plus malin que lui. Alors qu'il vient de les ferrer, le cerveau de la victime a fait le travail de persuasion à la place de l'escroc. C'est d'une élégance terrifiante. Et cette mécanique opère à bien plus grande échelle. Pensez à la célèbre publicité politique américaine des années 60, l'annonce avec la petite fille et la marguerite. Un véritable cas d'école. On y voyait une enfant innocente égrener les pétales d'une fleur, brusquement interrompue par le compte à rebours macabre d'une explosion nucléaire terrifiante, suivie du champignon atomique. La publicité ne disait à aucun moment « Si vous votez pour le candidat adverse, il déclenchera la Troisième Guerre mondiale ». Ce serait trop frontal, trop facile à rejeter. Elle se contentait de associer deux images, l'innocence ultime et la destruction totale. C'est le public dans son salon qui a fait la connexion. Et une fois que le cerveau fait cette déduction par lui-même, la croyance est scellée dans le marbre. On ne peut pas argumenter contre une peur qu'on a soi-même construite. Cette puissance de la manipulation indirecte trouve un écho encore plus sombre dans un autre concept majeur abordé par l'ouvrage, l'éclairage au gaz, qu'on connaît plus couramment sous le terme anglais de gaslighting. C'est l'envers de la médaille, non ? Absolument. Si la ventriloquie psychologique sert à implanter délicatement une idée nouvelle, l'éclairage au gaz sert à déraciner et déstabiliser les certitudes existantes d'une personne. Le gaslighting en a en même temps beaucoup parlé dans la culture populaire aujourd'hui. Mais souvent, c'est caricaturé comme quelqu'un qui hurle « Mais non, tu es fou, ça ne s'est pas passé comme ça ». D'après l'œuvre, c'est beaucoup plus insidieux. C'est imperceptible quand c'est exécuté par un manipulateur habile. C'est l'art psychologique de faire douter quelqu'un de sa propre perception de la réalité, sans jamais l'attaquer de front. Imaginons qu'on déplace vos clés de quelques centimètres tous les jours. Au début, on ne remarque rien, puis on se sent distrait. Et on finit par douter de sa propre mémoire. Le communicateur toxique va poser de petites questions répétitives, l'air de s'inquiéter. « Tu es sûr de toi ? Tu avais l'air fatigué quand on en a parlé ?» Ou il va valider un ressenti caché avec une fausse sympathie pour créer la confusion. On sème ce doute de manière si fragmentée que la personne finit par perdre tous ses repères internes. Et que fait l'esprit humain quand il se retrouve dans le brouillard absolu ? Il cherche désespérément un phare, une ancre à laquelle s'accrocher. Et par un tour de passe-passe psychologique, cette encre devient,
par défaut, la personne même qui a orchestré ce brouillard. C'est une dynamique de contrôle absolu. En amenant l'autre à douter de sa capacité à analyser le monde, le persuadeur se positionne comme le seul arbitre fiable de la réalité. On rend la cible complètement réceptive à ce qu'on veut lui dicter. Que ce soit dans un couple abusif ou dans un processus d'endoctrinement collectif. On comprend mieux pourquoi le livre s'appelle Les clés interdites. Ça donne une responsabilité immense à quiconque saisit ces mécaniques. Une grande responsabilité, oui. Et cela amène naturellement une question. Comment fait-on pour incarner cette posture d'influence, pour projeter cette autorité sans tomber dans la caricature du vendeur agressif ou du gourou mégalomane? L'œuvre introduit ici l'idée du complexe divin. Et je tiens à rassurer les esprits curieux qui nous écoutent, il ne s'agit pas de se prendre pour le créateur de l'univers. Non, heureusement. Si on relie cela à une perspective plus large, on réalise que c'est une redéfinition radicale de notre rapport à l'échec et à la validation. Le complexe divin, tel que décrit, c'est la combinaison rarissime d'une conviction inébranlable en la valeur de ce qu'on apporte, couplée à une préoccupation totale pour la personne en face. Il s'agit de changer le contexte même de l'échange. C'est un peu abstrait dit comme ça. Prenons l'exemple d'un vendeur d'assurance vie. S'il aborde son rendez-vous avec le besoin désespéré de payer son loyer à la fin du mois, son contexte caché, c'est « je dois te vendre ce contrat ». Et l'autre personne sent cette urgence, elle sent cette pression et elle résiste. C'est mécanique. Alors que le vendeur qui adopte ce complexe divin opère un basculement mental. Il ne vend plus un bout de papier, il sécurise l'avenir financier d'une famille, il offre la paix de l'esprit face à la tragédie. Il développe la conviction absolue que ce qu'il propose est un don vital. Et cette simple basculement mental modifie tout. La posture physique se redresse, le débit de parole se pose, le regard devient rassurant. Que ça l'amène à jouer à des jeux où l'on ne peut pas perdre. L'ouvrage détaille très bien cette philosophie. Si le client dit non, ce n'est plus un rejet personnel qui blesse l'ego du vendeur. C'est perçu comme une simple étape. Ou pire, c'est le client qui vient malheureusement de passer à côté d'une opportunité en or de protéger ses enfants. Cette absence totale de besoin de validation externe est un aimant psychologique. L'arrogance et le désespoir repoussent, mais la force tranquille d'une conviction profonde, ça attire irrésistiblement. C'est le paradoxe ultime de l'influence. L'attention du persuadeur n'est plus du tout centrée sur ses propres besoins de reconnaissance ou d'ego. Elle est entièrement canalisée vers l'autre, vers la compréhension de ses peurs et de ses attentes. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie, au fond ? Parce qu'on a parlé de sectes, d'escrocs historiques, de vendeurs de haut vol, de dynamiques toxiques. Comment redescendre de ces cimes vertigineuses pour appliquer tout ça de manière saine dans la réalité quotidienne de notre audience ? La beauté et la valeur pratique de ces idées, bien qu'elles semblent intimidantes au premier abord, résident dans le fait qu'elles peuvent et doivent être utilisées de manière profondément éthique et bienveillante. Imaginons un cadre professionnel classique. On fait face à un collègue obstiné ou un client réfractaire au changement. L'approche classique serait de s'épuiser à argumenter, à projeter des diapositives remplies de faits pour prouver qu'il a tort. Ce qui va juste l'encourager à s'entêter. À la place, on fait un pas de côté. On observe à travers le prisme des clés interdites. On prête attention aux dépendances cachées. Ce collègue qui bloque tout a-t-il, au fond, un besoin désespéré de se sentir important dans ce nouveau projet qui l'effraie ? Ou ce client difficile a-t-il simplement besoin qu'on lui fournisse un bouc émissaire élégant pour justifier les mauvais résultats de l'année passée avant de pouvoir enfin accepter un nouveau contrat ? C'est un changement de paradigme monumental. Au lieu de voir un adversaire à convaincre, on voit un système psychologique à débloquer. On peut transposer ça à la maison très facilement. Imaginons qu'on souhaite qu'un membre de la famille modifie une habitude vraiment néfaste. La critique frontale, ça mène au clash garanti. Mais si on redéfinit le contexte, si on pose des questions ouvertes, on oriente doucement la réflexion, de sorte que la personne arrive elle-même à la conclusion qu'un changement est sa propre idée brillante. On transforme un conflit destructeur en une expérience de connexion. Cela soulève une question cruciale qui résume probablement l'essence de tout ce travail. Explorer ces zones d'ombre de la nature humaine, accepter de regarder en face notre propre irrationalité et nos dépendances émotionnelles cachées, ce n'est pas faire preuve de cynisme noir, c'est faire preuve d'une lucidité vitale. C'est se doter d'un bouclier. Sans cette grille de lecture, on navigue complètement à l'aveugle dans nos interactions.
Comprendre finement ces rouages, c'est évidemment se doter d'outils pour communiquer avec plus d'impact et d'empathie, mais c'est par-dessus tout développer un système immunitaire mental pour ne plus jamais être la cible ignorante de ceux qui manient ces armes à nos dépens. C'est une lecture qui agit comme un véritable électrochoc intellectuel. Cet ouvrage renverse nos illusions sur la sacro-sainte rationalité humaine. On en ressort avec la furieuse envie d'observer chaque discussion de machine à café, chaque débat télévisé, avec de toutes nouvelles lunettes. On réalise que le monde est un théâtre d'influence permanent. Et pour clôturer cette plongée au cœur de l'œuvre, j'aimerais proposer une dernière réflexion troublante. Une idée qui prolonge l'analyse du livre et l'ancre dans notre époque. On a vu que l'esprit humain est facilement captivé par les anomalies et qu'il est si aisément manipulable par le besoin de reconnaissance ou la soif d'un bouc émissaire. Que se passe-t-il aujourd'hui à l'ère ultranumérique? Nous vivons littéralement immergés dans des algorithmes surpuissants qui analysent nos réactions 24 heures sur 24. Si on y réfléchit, ces algorithmes ne sont-ils pas codés pour agir très exactement comme des leaders de sectes invisibles, des entités qui exploitent industriellement chaque faille de notre attention, qui nous fournissent des incongruités permanentes et des boucs émissaires sur mesure pour nous garder captifs derrière nos écrans? C'est une pensée vertigineuse que je laisse en suspens pour nourrir l'esprit critique de quiconque a partagé ce moment d'écoute avec nous. Gardez l'œil ouvert et à bientôt!